Bon, on ne va pas, probablement pas tarder plus que ça, même si Dr Benhioun a déjà tout fait. Je voudrais juste, avant de te passer le micro, Nawel, profiter pour remercier la GPC pour l'invitation et pour nous accueillir donc durant cette belle journée. La parole est à toi, Nawel, pour nous parler du foie et grossesse. D'accord. Merci, Leïla. Chers amis, chers collègues, avant de commencer, je voudrais remercier les membres du bureau de la GPC pour leur honorable invitation et à leur tête, Monsieur le docteur Kamel Benhioun. Voilà. Donc, le thème qui m'a été délégué, c'est le foie et grossesse. C'est vrai que c'est pas un sujet qui est vraiment très fréquent en hépatologie, mais il arrive qu'on voit atterrir à notre consultation des femmes enceintes qui présentent un problème hépatique, que ce soit clinique ou biologique ou morphologique, ou des fois c'est des obstétriciens qui nous les adressent pour des avis. Alors, avant toute chose, il faut savoir que pendant une grossesse normale, il y a des modifications physiologiques hépatiques qui se produisent. Cliniquement, des angiomes stellaires et une érythrose palmaire peut apparaître jusqu'à dans 70%. Il ne faut pas les prendre pour des signes cliniques d'insuffisance hépatocellulaire. Sur le plan biologique, les transaminases restent normales au cours des trois trimestres, mais augmentent pendant le travail. Et ce sont les azates à cause de leur composante musculaire, l'origine musculaire. L'albumine, elle est diminuée par hémodilution. Les phosphatases alcalines s'élèvent à partir du deuxième trimestre et restent élevées pendant le troisième et pendant le travail et reviennent à la normale après l'accouchement. Et c'est l'origine placentaire des phosphatases alcalines qui est incriminée et non l'origine hépatique. De même que l'alpha-fetoprotéine, elle est élevée chez la femme enceinte à cause de l'origine placentaire de cette alpha-fetoprotéine. Sur le plan échographique, il y a un ralentissement de la vidange vésiculaire et environ 30% des femmes enceintes, lorsqu'on va faire une échographie, on va retrouver un sludge au niveau de la vésicule biliaire. Les paramètres qui ne sont pas modifiés au cours de la grossesse, ce sont tout ce qui est facteur de coagulation, la bilirubine et les gamma-GT. Alors, pour ce qui est des maladies hépatiques qui peuvent survenir au cours d'une grossesse, il y a deux grands groupes, les maladies hépatiques non spécifiques à la grossesse. Et on a deux groupes, ce sont les maladies hépatiques aiguës intercurrentes. En tête de liste, ce sont les hépatites virales aiguës, aussi les lithiases biliaires, les hépatites médicamenteuses. Au cours d'un sepsis chez la femme enceinte, on peut avoir une atteinte hépatique aiguë. Et il faut savoir qu'en postpartum, lorsqu'il y a une apparition d'une acide chez une femme qui vient d'accoucher, il faut penser au syndrome de Budd-Chiari. Aussi les hépatopathies chroniques préexistantes, ce sont des maladies hépatiques non spécifiques à la grossesse, elles ne sont pas propres à la grossesse. C'est tout ce qui est hépatite chronique B et C qui sont les plus fréquentes, les hépatites auto-immunes, tout ce qui est cholangite sclérosante primitive, CBP, Wilson, cirrhose et autres. Alors, à côté de ces maladies hépatiques non spécifiques à la grossesse, il y a les maladies qui sont propres, c'est-à-dire qui sont spécifiques et liées à la grossesse. C'est ce qu'on appelle les hépatopathies gravidiques. Elles sont en nombre de 5. Il y a 5 entités. On va voir par la suite une par une. C'est l'hyperémésis gravidarum, la cholestase intrahépatique gravidique, les lésions hépatiques de la prééclampsie ou HELP syndrome, la stéatose hépatique aiguë gravidique et enfin la grossesse intrahépatique. Nous allons commencer tout d'abord par les maladies hépatiques non spécifiques à la grossesse et en premier les maladies hépatiques aiguës intercurrentes qui peuvent survenir comme toute personne normale aussi chez la femme enceinte. Toujours avoir à l'esprit les hépatites médicamenteuses aiguës, toujours y penser et toujours faire une checklist de tous les médicaments et ou plantes que la patiente a pu prendre au cours de sa grossesse, pendant sa grossesse. Les hépatites virales aiguës, elles peuvent survenir au cours d'une grossesse. Et devant une hépatite aiguë, il faut demander en premier une sérologie virale A, B, E, la sérologie de l'herpès virus, de la mononucléose, du CMV et la PCR du virus C. Alors, un petit mot par rapport au virus de l'hépatite E et de l'herpès, parce que je ne peux pas tout détailler, je n'ai pas assez le temps. Pour l'hépatite E, ce sont les génotypes 1 et 2 où il y a le risque d'hépatite fulminante, alors que le génotype 3 et 4, il y a peu de symptômes. Pour ce qui est de l'hépatite herpétique,
Il faut savoir que c'est une hépatite aiguë rare, mais qui reste dont le risque il est élevé vu l'immunodépression liée à la grossesse. Sur le plan clinique, il va y avoir un syndrome fébrile avec des signes d'infection respiratoire supérieure et il y a une absence fréquente des signes cutano-muqueux typiques de l'herpès. Pour le diagnostic, il faut plutôt demander une PCR de l'HSV plutôt que les IgM, plutôt que la sérologie parce qu'ils sont peu fiables à cause de la grossesse. Et il faut savoir que cette hépatite aiguë, elle est grave, donc grevée de mortalité importante. Il faut démarrer en urgence la cyclovir. Pour les hépatopathies chroniques préexistantes, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisque il y a une présentation qui va venir après, pour ne dire par rapport à moi que l'essentiel. Pour l'hépatite B, il faut faire un dépistage systématique de l'antigène HBS au premier trimestre. Il n'y a pas de recommandation par rapport à la modification des méthodes d'accouchement. Il faut sérovacciner le nouveau-né au cours des 12 premières heures de vie et l'allaitement, il est permis. Pour le C, pour l'hépatite C, le risque de transmission, il est faible, il est de l'ordre de 3 à 5%, mais ce risque, il est d'autant plus élevé que la charge virale maternelle, elle est élevée et ou s'il y a une co-infection VIH. Il faut éviter tout geste invasif, notamment une amniosynthèse au cours d'une grossesse, qui risque de faire élever justement cette transmission materno-fœtale. Il n'y a pas de recommandation là aussi à la césarienne et l'allaitement aussi n'est pas contre-indiqué. Pour l'hépatite auto-immune, lorsqu'elle n'est pas traitée, il y a un risque de pousser en postpartum. Sinon, pour toutes les patientes qui sont traitées, il faut poursuivre sans problème la corticothérapie et l'humorale. Pour la CBP, aussi poursuivre l'acide urso-désoxycholique. Et pour tout ce qui est cirrhose ou hépatopathie chronique avancée, il faut savoir que pendant une grossesse, chez une femme qui est porteuse d'une cirrhose, le risque de décompensation il est augmenté. Il y a aussi un risque de rupture de varices œsophagiennes qui est augmenté au 3e trimestre et pendant l'accouchement. Et si la cirrhose elle est décompensée, il ne faut pas conseiller le projet de grossesse. Alors là, nous allons passer à la deuxième partie de cet exposé. Ce sont les hépatopathies spécifiques à la grossesse qu'on appelle les hépatopathies gravidiques. Et nous allons commencer par la première entité appelée l'hyperémesis gravidarum. Alors, pour ce qui est de la définition, c'est l'ictère des vomissements de la grossesse qui survient dans 0,3% des grossesses au premier trimestre. Il survient sur un terrain psychologique particulier avec des facteurs hormonaux et immunologiques. Les facteurs de risque reconnus pour cette entité, c'est la surcharge pondérale, la multiparité, les grossesses gémellaires et les antécédents d'hyperémésis lors des grossesses antérieures. Alors, les vomissements de cette hyperémésis sont caractérisés par être des vomissements vraiment très importants, incoercibles, prolongés, qui empêchent toute alimentation orale associée à une asthénie, anorexie, une perte de poids souvent importante au-delà de 5%, et il peut y avoir une déshydratation et une cétose jusqu'à un état de choc. Sur le plan biologique, les transaminases sont élevées, surtout les alates. Elles peuvent donc être élevées jusqu'à 20 fois, 30 fois la normale, donc une véritable hépatite aiguë. Les phosphatases alcalines sont normales. La bilirubine, elle est élevée, à prédominance conjuguée, jusqu'à 10 fois la normale, soit environ 100 micromoles par litre. Donc il faut connaître qu'il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire. Donc le TP, il est normal, et l'INR, il est normal. Alors cette hyperémesis gravidarum, il peut donc engendrer des complications à la fois maternelles et fœtales. Pour ce qui est des complications fœtales, il existe un risque élevé de prématurité et d'hypotrophie. Et pour ce qui est des complications maternelles, il y a un risque d'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke en présence d'une carence en vitamine B1 et la mortalité, elle reste exceptionnelle. Pour ce qui est de la prise en charge de cette hépatopathie gravidique, alors l'hospitalisation, elle s'impose avec un isolement familial. La nutrition parentérale, elle est débutée en premier. Par la suite, il faut préconiser des repas fractionnés. Et bien sûr, il faut réhydrater la patiente avec correction des désordres hydroélectrolytiques et des carences vitaminiques, en l'occurrence la vitamine B1. Donc, administrer des antiémétiques et donc normalement, si tout se passe bien, le bilan va se normaliser en 2 à 3 semaines. Sinon, donc, si les vomissements persistent avec les désordres hydroélectrolytiques, il faut prévoir une endoscopie digestive haute au-delà de 18 semaines de grossesse. Alors, deuxième entité des hépatopathies gravidiques, c'est ce qu'on appelle la cholestase intrahépatique gravidique.
C'est la plus fréquente des hépatopathies gravidiques chez les femmes normotendues. Elle est définie par l'apparition d'un prurite qui apparaît durant la grossesse, durant le 2e ou 3e trimestre de grossesse, avec une élévation de la concentration des acides biliaires à jeun, donc maternelle, au-delà de 10 micromoles par litre, et donc une normalisation clinique et biologique à distance de l'accouchement. Alors, c'est une hépatopathie qui est rare, dont la prévalence elle est aux environs de 0,3 à 5,6%, mais c'est une prévalence qui est variable selon les pays. Elle est beaucoup plus fréquente dans certains pays d'Amérique latine, comme la Chili, la Bolivie, et aussi dans la Scandinavie. Alors, les facteurs de risque reconnus pour cette cholestase intrahépatique gravidique, c'est l'âge maternel élevé, les grossesses gémellaires ou des grossesses multiples, les antécédents de prurite lors de prise de contraceptifs oraux ou d'antécédents de prise de médicaments inducteurs de l'ovulation, et enfin, une histoire personnelle ou familiale de cholestase intrahépatique gravidique. Alors, sur le plan physiopathologique, donc la physiopathologie de cette entité, elle est vraiment complexe, puisqu'il y a des facteurs génétiques et des facteurs non génétiques qui ont été incriminés. Pour ce qui est des facteurs génétiques, donc attestés par la présence de formes familiales dans 15% des cas, et aussi par la présence de mutations hétérozygotes du gène ABCB4 qui code pour le MDR3 dans 15% des cas, et aussi la présence d'autres mutations plus rares que l'ABCB4, telles l'ABCB11, etc. Pour ce qui est des facteurs non génétiques, donc, il existe un état d'hyperostrogénie normal lié donc, facteurs hormonaux, excusez-moi, un état d'hyperostrogénie lié à la grossesse qui va faire qu'il va y avoir une inhibition de la sécrétion des phospholipides. Alors, cette inhibition de la sécrétion des phospholipides va engendrer la présence au niveau de la bile donc de micelles simples en l'absence donc de phospholipides, c'est-à-dire des acides biliaires uniquement dans la bile, qui vont être donc pourvoyeurs de cholestase et toxiques pour les hépatocytes et les cholangiocytes. Pour ce qui est des facteurs non génétiques, donc, il a été rapporté des variations saisonnières donc de cette cholestase intrahépatique gravidique, puisqu'il y a un pic de fréquence qui se voit particulièrement en hiver, et aussi un taux faible de sélénium a été associé à cette entité. Alors, sur le plan clinique, le prurite, il est constant. Donc, c'est un prurite qui est constant, qui apparaît au 2e ou 3e trimestre. C'est un prurite qui est généralisé, mais qui reste prédominant au niveau du tronc, au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. C'est un prurite qui est vraiment désagréable, qui est souvent insomniant, empêchant la femme enceinte de dormir et engendrant des lésions cutanées de grattage. Et cette prurite, il va disparaître dans les heures ou les jours après l'accouchement. Alors, l'ictère, donc lorsqu'il est présent, il va suivre le prurite. Donc, le prurite, c'est le premier signe. Après, l'ictère va s'installer dans 10% des cas. Donc, on voit l'ictère uniquement dans 10% des cas, alors que le prurite, il est constant dans 100% des cas. Alors, sur le plan biologique, les transaminases donc, sont élevées, la plupart du temps au-delà de 10 fois la normale. Et comme je l'ai dit donc, dans la définition, la concentration sérique maternelle des acides biliaires est élevée au-delà de 10 micromoles par litre. Les gamma-GT sont normales ou peu augmentées, et le facteur 5, il est donc, normal. Donc, il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire. Alors, les critères diagnostiques donc, de la cholestase intrahépatique gravidique, c'est donc le prurite sans dermatose évidente, donc il n'y a pas de lésion dermatologique donc, spécifique. Les acides biliaires totaux à jeun sont au-delà de 10 micromoles par litre et les transaminases sont en général élevées. Il n'y a pas d'autre cause qui peut expliquer le prurite, la cytolyse ou la cholestase, et il y a une disparition de ces anomalies cliniques et biologiques après l'accouchement. Donc en fait, la cholestase intrahépatique gravidique reste un diagnostic d'élimination. Alors, par rapport aux complications et pronostics, le pronostic maternel, il est excellent. Par contre, le pronostic fœtal, il est beaucoup plus réservé, puisqu'il y a un risque de prématurité dans 19 à 60% des cas chez ces patients porteurs de cholestase intrahépatique gravidique, et il y a un risque de mort fœtale in utero brutale dans 1 à 2% des cas. Donc, il faut savoir que cette mort fœtale in utero, donc, son risque, il est corrélé
à la concentration des acides biliaires maternels. Et lorsque cette concentration elle dépasse les 40 micromoles par litre, le risque de morphothale in utero il est multiplié par 2,6. Alors, par rapport à la prise en charge thérapeutique de cette cholestase intrahépatique gravidique, le traitement il est à la fois médical et obstétrical. Pour ce qui est du traitement médical, traitement de première intention, c'est l'acide urso-désoxycholique, donc prescrit à la dose de 10 à 15 mg par kilo par jour, jusqu'à l'accouchement. Il est bien toléré, il est efficace à la fois sur le prurite, sur la cholestase, et il diminue le risque de complications fœtales, notamment la prématurité et la détresse respiratoire. Alors, autre médicament qu'on peut prescrire pour cette entité, c'est la cholestéramine, qu'on va prescrire à dose progressive de 8 à 16 grammes par jour, mais son action elle est inconstante sur le prurite. Alors, le plus souvent, on associe un anti-H1, c'est pour lutter contre le prurite nocturne, pour que la future maman dort bien la nuit. Alors, par rapport au traitement obstétrical, il faut déclencher l'accouchement dès la maturation pulmonaire, s'il y a l'ictère ou si les acides biliaires totaux dépassent les 40 micromoles par litre, puisqu'on a dit qu'il y a un risque de morphothale in utero brutale. Donc, par conséquent, en fin de grossesse, il faut monitorer cette patiente pour justement détecter à temps le risque de morphothale in utero. Alors, après l'accouchement, il faut obligatoirement faire un contrôle clinique, mais surtout biologique. Il faut vérifier la normalisation des tests hépatiques. Il y a un risque de récidive lors d'une grossesse ultérieure ou plus rarement lors d'une contraception orale. Il n'y a pas de contre-indication à une contraception orale avec des oestrogènes faiblement dosés, mais il faut attendre pour cela la normalisation du bilan hépatique et après la prise de cette contraception, contrôler obligatoirement la biologie. Et il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement maternel. Alors, troisième entité des hépatopathies gravidiques, ce sont les lésions hépatiques de la pré-éclampsie, qu'on appelle HELLP syndrome. Alors, quelques définitions. La pré-éclampsie, c'est ce qu'on appelle couramment la toxémie gravidique. Donc, elle survient chez 2 à 8% des grossesses. Elle est définie par une HTA gravidique associée à une protéinurie qui dépasse les 3 grammes par 24 heures à partir de 20 semaines de grossesse. Alors, le HELLP syndrome, c'est une forme sévère et c'est une complication de la pré-éclampsie qu'on appelle aussi foie toxémique. Alors, ceci se voit dans 5 à 10% des pré-éclampsies, soit 0,2 à 0,3 des grossesses. Alors, le HELLP syndrome, c'est un acronyme pour dire, le H, c'est pour signifier hémolyse. Alors, le EL, c'est pour signifier élévation des enzymes hépatiques, des tests hépatiques. Et le P, c'est pour désigner un taux de plaquettes qui est bas. Alors, les facteurs de risque et les mécanismes du HELLP syndrome retrouvés, c'est l'âge maternel avancé, la nulliparité ou au contraire la multiparité. Pour ce qui est des mécanismes, c'est en fait une véritable microangiopathie thrombotique qui va entraîner des dépôts intravasculaires de fibrine au niveau des sinusoïdes périportaux. Et ceci va engendrer la constitution de foyers de nécrose hépatocytaire, d'infarctus, voire d'hémorragie intrahépatique. Alors, typiquement et classiquement, le HELLP syndrome s'installe au 3e trimestre, dans 80% des cas, dans un tableau de pré-éclampsie sévère, avec une HTA sévère, céphalée, troubles visuels, protéinurie très importante, au-delà de 5 grammes par jour, et une oligurie. Alors, le HELLP syndrome peut aussi se présenter en postpartum, mais c'est rare, dans 20% des cas. C'est une présentation qui n'est pas classique. Et dans ce cas, il n'y a pas de pré-éclampsie, il n'y a pas un tableau de pré-éclampsie évidente. Et cliniquement, la patiente va se plaindre de douleurs épigastriques en barre dans 70% des cas, associées à des nausées ou vomissements dans 40% des cas, et des céphalées dans 30% des cas. Alors, comment pose-t-on le diagnostic positif du HELLP syndrome? Donc, en fait, le diagnostic positif, il est biologique. Donc, il faut qu'on ait une anémie hémolytique, une élévation des transaminases et une thrombopénie. Pour l'anémie hémolytique, donc, il faut qu'il y ait une anémie associée ou non avec la présence de schizocytes ou des LDH au-delà de 600 UI par litre ou une bilirubine totale au-delà de 12 mg par litre. Les transaminases minimum au-delà de 2 fois la normale
et les plaquettes inférieures à 100 000 par millimètre au cube. Donc, il faut savoir que le HELP syndrome, il y a donc actuellement une classification pour dire que donc, selon donc, le taux de cette thrombopénie, le niveau de cette thrombopénie, on peut classer ce HELP syndrome en minime à sévère. Et aussi, il y a des HELP syndromes, c'est-à-dire qui ne sont pas globaux, qui ne sont pas totaux. Il y a des HELP syndromes partiels, on va dire. Soit il y a uniquement l'anémie hémolytique associée à la cytolyse, ou uniquement la thrombopénie, ou plutôt une cytolyse associée à une thrombopénie. Alors, pour ce qui est du pronostic, alors, les complications, donc il y a un risque de complications maternelles et un risque de complications hépatiques. Pour ce qui est des complications en maternelle hépatique, il y a un risque d'infarctus hépatique, un risque d'hématome sous-capsulaire. Donc, plus l'hématome il est gros, plus il y a le risque de rupture. Il y a le risque aussi d'hémorragie donc parenchymateuse hépatique, avec un risque de mortalité maternelle dans 1 à 3% des cas. Alors, les autres complications maternelles non hépatiques, c'est l'éclampsie, la CIVD, l'insuffisance rénale et l'œdème aigu du poumon. Pour ce qui est du pronostic fœtal, donc, en cas de HELP syndrome, il y a un risque de retard de croissance in utero, un risque d'hématome rétroplacentaire et le risque, surtout, de mort fœtale in utero qui est multiplié par 3 à 4 en cas, justement, de ce syndrome, de HELP syndrome. Pour ce qui est de la prise en charge du HELP syndrome, alors il est basé sur le traitement médical de la prééclampsie associé à l'extraction fœtale. Ceci, bien sûr, il est décidé en fonction de l'âge gestationnel, donc en fonction de l'âge gestationnel de la grossesse, en fonction de la sévérité du HELP syndrome et en fonction de l'état du fœtus. Et ceci nécessite bien sûr la collaboration étroite du réanimateur et de l'obstétricien. Alors, en cas de présence d'infarctus et ou d'hématomes hépatiques, bien sûr chez la maman. Alors, si les hématomes sont petits et ne sont pas rompus, le traitement il est purement symptomatique et la guérison va se faire sans séquelles. Par contre, si les hématomes sont gros ou s'il y a une rupture, donc il faut opter dans ce cas plutôt en premier par un traitement radiologique interventionnel, une embolisation artérielle percutanée, et en cas de non-réponse, en cas d'échec, une chirurgie, que ce soit une chirurgie d'exérèse ou d'hémostase. Alors, quatrième hépatopathie gravidique, c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique aiguë gravidique. Alors, elle est définie par une infiltration aiguë graisseuse du foie, stéatose aiguë au 3e trimestre de grossesse, avec un risque d'insuffisance hépatique aiguë. Elle a été décrite depuis 1857. Le maximum de fréquence se voit à 36 semaines de grossesse. C'est une maladie exceptionnelle dont les prévalences sont variables selon les pays. Alors, elle est potentiellement mortelle chez la mère et le fœtus. Avant 1980, il y avait 80% de décès chez la mère et l'enfant. Et les facteurs de risque reconnus pour cette entité, c'est les grossesses multiples et lorsque le bébé il est de sexe masculin. Alors, sur le plan physiopathologie, l'augmentation des oestrogènes et de la progestérone, physiologique lors d'une grossesse, va entraîner un déficit de la bêta-oxydation mitochondriale. Ce déficit, il peut être secondaire soit aux hormones sexuelles, soit à certains médicaments, soit à des infections avec libération de cytokines, ou carrément à la présence d'un déficit génétique de la bêta-oxydation mitochondriale. Alors, ce déficit de la bêta-oxydation mitochondriale va entraîner une altération de la fonction mitochondriale et par-delà des anomalies du métabolisme des lipides, des glucides et des protéines. Alors, pour ce qui est des anomalies des lipides, on va avoir une diminution de la sécrétion des triglycérides, des glucides, augmentation de la glycogénolyse et les anomalies des lipides, des protéines, une hyperammonémie. Alors, sur le plan clinique, cette stéatose va passer par deux phases, une phase pré-ictérique où il n'y a pas d'ictère et la phase ictérique où là, il y a l'installation de l'ictère et c'est un signe de gravité. Alors, la phase pré-ictérique, il y a une association de signes digestifs vagues, douleur abdominale, épigastrique, associée à des nausées, vomissements dans 90% des cas, des signes généraux, asthénie, anorexie, fébricule, mais sans véritable foyer infectieux, et aussi des signes de pré-éclampsie, c'est-à-dire une HTA et une protéinurie au-delà de 3 grammes par litre. Alors l'ictère, il va s'installer 2 à 15 jours après le début des signes. C'est un signe de gravité, comme je l'ai dit. Il est d'intensité variable, d'aggravation rapide. Il va précéder l'accouchement, accompagné d'une aggravation des signes initiaux, et il y a un risque élevé de complications
qui sont l'insuffisance hépatocellulaire aiguë, l'insuffisance rénale aiguë avec CIVD, les troubles neurologiques ou encore des complications hémorragiques. Alors, sur le plan biologique, il y a une augmentation des transaminases, une cytolyse entre 5 fois jusqu'à 10 fois la normale, augmentation de l'uricémie et des globules blancs, il y a une hypoglycémie et une protéinurie. Alors, l'incidence hépatocellulaire, aussi, elle va être retrouvée au bilan biologique avec une bilirubine augmentée à prédominance conjuguée. Alors, pour ce qui est de l'imagerie écho et scanner, donc soit cette imagerie elle est normale, parfois elle peut révéler une stéatose diffuse variable. Pour ce qui est de la biopsie hépatique, c'est le gold standard pour confirmer le diagnostic, mais il faut retenir qu'elle n'est pas nécessaire pour poser le diagnostic de stéatose aiguë intrahépatique gravidique. Elle est faite par voie transveineuse à cause du risque élevé d'accident hémorragique, le plus souvent, soit lors d'une césarienne ou en postpartum. Alors, pourquoi on va la faire en postpartum? Parce que les lésions de stéatose, elles vont persister jusqu'à 3 semaines après l'accouchement. Donc, on a le temps pour faire cette biopsie plutôt que de la faire pendant la grossesse. Voilà. Alors, pour le diagnostic positif, actuellement, il y a les critères, ce qu'on appelle de Swansea, qui ont été rapportés dans la littérature et sur lesquels on va se baser en l'absence d'autres causes. Ce sont des critères à la fois cliniques, biologiques, morphologiques et histologiques. Et il faut au-delà de 6 critères pour dire qu'il y a une stéatose aiguë gravidique. Alors pour ce qui est du pronostic, le pronostic maternel, sans intervention, sans interruption de grossesse, il va se faire vers l'aggravation, avec une insuffisance hépatique fulminante dans moins de 10% des cas, et on peut avoir une mortalité en moyenne de 20% des cas, qui peut aller jusqu'à 100% des cas, c'est-à-dire toutes les femmes enceintes au 3e trimestre qui vont avoir une stéatose aiguë gravidique, en l'absence d'interruption de grossesse, peuvent mourir. Donc après l'accouchement, la régression elle est spontanée et la guérison va se faire sans séquelles, la guérison des lésions hépatiques. Alors il faut savoir aussi que la récidive lors de grossesse ultérieure, elle est exceptionnelle. Un cas a été décrit dans la littérature, sauf s'il y a un déficit maternel de la bêta-oxydation mitochondriale, c'est-à-dire déficit génétique. Alors, pour ce qui est du pronostic fœtal, il est réservé si le fœtus il a un déficit génétique de cette bêta-oxydation mitochondriale, il y a un risque de mortalité dans 15 à 23% des cas. Alors, le traitement, il est obstétrical et réanimation. C'est une interruption précoce de grossesse pour éviter justement toutes les complications maternelles et fœtales. Alors, il faut faire une évacuation utérine en urgence en cas de mort fœtale in utero ou en cas de souffrance fœtale aiguë. Alors, cette interruption de grossesse, elle doit être encadrée par tout ce qui est mesures de réanimation pour corriger les troubles de la coagulation, l'hypoglycémie, l'insuffisance rénale aiguë et aussi l'insuffisance hépatique. Alors, je rapporte 3 cas de transplantation hépatique qui ont été réalisés, rapportés dans la littérature et réalisés pour stéatose aiguë gravidique, chez des patientes chez qui il n'y a pas eu de régression rapide, mais il faut savoir que cette TH elle est très rarement indiquée et elle est très controversée dans cette indication. Alors, dernière entité, c'est ce qu'on appelle la grossesse intrahépatique. Donc, je l'ai laissée en dernier. Alors, cette grossesse intrahépatique, elle est vraiment exceptionnelle. Elle représente 1% des grossesses extra-utérines. C'est une grossesse abdominale, en général au niveau du lobe du foie droit, du lobe droit du foie. Ou des fois, parfois, ce n'est pas au niveau intra-hépatique, mais plutôt sous-hépatique droit. Pourquoi? Parce que cette région, elle est richement vascularisée. 21 cas ont été décrits dans la littérature. Elle va se révéler par des douleurs abdominales et ou par une hémorragie. Le diagnostic se fait soit par écho ou TDM. Et bien sûr, vu le grand risque de rupture et d'hémorragie, il faut indiquer sans attendre une interruption de grossesse. Donc j'arrive à la conclusion pour dire que les maladies hépatiques survenant chez la femme enceinte sont représentées par les hépatopathies aiguës intercurrentes, les hépatopathies chroniques préexistantes et les hépatopathies gravidiques qui sont spécifiques à la grossesse et exposent à des complications maternelles et fœtales. Il en existe 5 entités. L'hyperémésis gravidarum qui survient au cours du 1er trimestre et nécessite un traitement symptomatique. La cholestase intrahépatique gravidique qui survient au cours du 2e
troisième trimestre, qui est la plus fréquente des hépatopathies gravidiques, d'accord, et qui est caractérisée par un prurite constant et une cholestase sous forme de cytolyse et d'augmentation des acides biliaires totaux. Et l'acide urso-désoxycholique, c'est le traitement de première ligne, efficace sur le prurite, la cholestase, et il améliore aussi le pronostic fœtal. La stéatose hépatique aiguë gravidique survient au cours du troisième trimestre. Elle peut conduire à l'insuffisance hépatique aiguë. L'extraction fœtale est le principal traitement. Le HELP syndrome, c'est une forme sévère de la pré-éclampsie, survient classiquement au troisième trimestre et expose à des complications maternelles et fœtales graves. L'interruption de grossesse et les mesures de réanimation constituent les bases du traitement. Et enfin, la grossesse intrahépatique, qui est exceptionnelle et impose une interruption de grossesse. Enfin, les équipes obstétricales qui assurent la prise en charge des femmes enceintes doivent connaître les principaux symptômes révélateurs de ces maladies afin qu'il n'y ait pas de retard dans la prise en charge. Je vous remercie. Merci, professeur Qabbaj, pour cette excellente présentation didactique et pédagogique. Avant de poser ma question, je tiens à remercier, à féliciter surtout l'équipe, le bureau, pour le choix des thèmes. Toutes les présentations, tous les thèmes dans les 3 séances sont très intéressants. Ils vont nous obliger à rester jusqu'à la fin parce qu'on n'arrive pas à faire le choix entre ce qu'on va, à quelle présentation on va assister. Donc félicitations pour ce choix. Et je félicite aussi la commission scientifique du bureau parce que vraiment, elle a fait un travail excellent. Donc ma question, c'est surtout, je voulais que vous partagiez avec nous votre gestion des varices œsophagiens dysérotiques chez les femmes enceintes. Est-ce que vous faites, lorsqu'ils sont mamelonnés et importantes, est-ce que vous faites une ligature ou non? Est-ce que vous proposez des accouchements facilités ou non? Donc, quelle est votre attitude? Merci. Alors par rapport aux varices donc on va dire sur cirrhose et femmes enceintes, donc on a eu à prendre en charge ces patientes, mais en général, ce sont nos patientes qu'on suit plutôt que des patientes qui sont adressées par les obstétriciens. Alors, les patientes justement adressées par les obstétriciens, on ne les voit pas. Par contre, ce sont des malades de notre consultation qu'on suit. Et donc, à partir du 2e, 3e, on peut leur faire une ligature. Donc, bien sûr, en l'absence de contre-indication par rapport à la sédation. Et bien sûr, s'il y a une ascite, il faut évacuer cette ascite en premier. Et sinon, il n'y a pas de problème. Ça se passe sans problème en général. C'est comme chez une femme, chez une patiente qui n'est pas enceinte. Chez nous, c'est vrai qu'on a nos patientes, mais aussi on est souvent sollicité par nos confrères, consoeurs obstétriciens pour leur prise en charge. Donc, notre attitude, c'est de ligaturer, ça ne pose pas de problème, ça vous le savez, mais on leur conseille d'éviter à la patiente de pousser, surtout si on n'a pas, parce que quand ils les envoient au 3e trimestre, même si on fait une ligature, ça ne va pas réduire, les varices vont rester encore importantes. Donc, je ne sais pas... Vous la faites sous sédation, parce qu'en fait, sous sédation, elle ne va pas pousser la malade. Non, je parle de l'accouchement. Après la ligature, au cours de l'accouchement. Parce que quand c'est envoyé, les obstétriciens, malheureusement, ils ne l'envoient qu'en fin de grossesse, donc au 3e trimestre. Et vous savez, entre les délais, entre les cures, il y a 4 à 6 semaines. Oui. Donc, même si on ligature, on n'arrive pas à éradiquer ou à rendre la varice à varice stade 1 ou 2. Donc, on est obligé de discuter avec eux parce qu'ils demandent la césarienne, etc. Ce qu'on leur conseille, c'est surtout de faciliter l'accouchement pour éviter à la patiente de pousser. D'accord. Comment moi, personnellement, je gère cette situation? Moi, je ne fais rien. Une malade qui a une HTP qui est sous-bêta-bloquant, il est très bien, mais au 3e trimestre, déjà, l'anesthésie, même au diprive au 3e trimestre, c'est contre-indication absolue parce qu'il risque de faire un accouchement prématuré. Ça, c'est décrit. Vous anesthésiez une malade au 3e trimestre, attention, il risque à ce qu'il vous pond le bébé sur la table d'endoscopie. Et dans les recommandations d'endoscopie de manière générale, chez la femme enceinte, il est clair de ne pas faire d'endoscopie au 3e trimestre parce que c'est une
un risque d'accouchement prématuré. Donc moi, finalement, qu'est-ce que je fais? Je fais comme vous faites, c'est-à-dire que je rassure la patiente, je parle avec l'obstétricien, la malade doit garder les bêta-bloquants, il n'y a aucun problème chez le fœtus, il n'y a pas de problème, il faut les garder à dose efficace. Et bien sûr, l'accouchement doit se passer en principe dans les règles de l'art, sauf s'il y a une indication obstétricale. Mais faire une ligature, une malade de manière prophylactique au 3e trimestre, c'est beaucoup plus de risques que de bénéfices. Non, elle n'est pas prophylactique. C'est une maladie d'hémorragie. Là, je parle des malades qui sont adressés par l'obstétricien. Je ne parle pas de nos malades parce que la découverte elle est fortuite suite à une hémorragie digestive. C'est la maladie saine. Oui. Non, c'est la maladie saine. C'est différent. Voilà, la maladie saine, il y a une hémorragie active, il y a un risque vital pour la malade. Et bien on avertit le couple et on avertit le mari comme quoi il y a un risque d'accouchement prématuré. Mais bien sûr, on ne va pas la laisser. Et on la fera dans les règles de l'art parce qu'il y a une urgence vitale et il faut absolument ligaturer. C'est sûr. Donc on est d'accord. Merci pour cet exposé qui était complet, en fait. Et je pose juste une question pour m'informer. Il n'y a pas de cholestéramine au Maroc depuis déjà des années. Non, oui. Et il n'y a pas l'acide hydroxyuréique non plus. On n'arrive pas à l'avoir depuis tout le temps. On parle du manque de ces deux produits qui sont importants. Une deuxième question, est-ce que c'est uniquement une coïncidence? Il m'est arrivé une fois de demander le diagnostic de l'hépatite E compte tenu de la gravité de cette affection dans la grossesse. Et le diagnostic n'est pas facile. Est-ce que c'est bien vrai ou c'est... Le diagnostic de l'hépatite E. L'hépatite E, il faut faire une sérologie. Il faut faire la sérologie. On a demandé, mais ils ne le font pas. Peut-être que ce n'est pas tous les labos qui font cette sérologie ou ce n'est pas tous les labos. C'est-à-dire qu'ils font la sérologie avec une bonne sensibilité, peut-être. Mais en tout cas... Parce que c'est quand même important d'avoir le diagnostic de l'hépatite E. Bien sûr, il faut faire la totale, oui. Et ces produits, on ne peut pas les avoir. La cholestéramine, elle n'est pas disponible. L'urso, il y a des laboratoires qui le font venir. Juste une information de taille, parce que c'est une information que pas mal de confrères ne connaissent pas. L'acide urso-désoxycholique est disponible au Maroc. Il s'appelle Ursovef. Voilà. Vous demandez au laboratoire qui le fait. Vous les aurez, vous téléphonez et vous l'envoyez. Il est disponible. Dans tous les cas, l'expérience que j'ai avec mes malades aujourd'hui, ils n'achètent plus de... on le prend au Maroc, il s'appelle Ursovef. Il existe en 250 et en 500. Vous juste téléphoner au laboratoire pour l'envoyer. Quelqu'un 250. Non, la molécule. Vous-même à diviser. Il y avait un lot de 250 qui s'est épuisé. Merci, Monsieur Benezzouz. Les organisateurs nous demandent de passer à la suite par manque de temps. Merci Madame Krpesh pour votre présentation. Merci.